Une telle ferveur, le Sénégal n'en avait pas connue depuis bien longtemps. Une impressionnante marée humaine s'est répandue lundi dans les rues de Dakar pour fêter les footballeurs, vainqueurs de la Coupe d'Afrique des Nations. En offrant à leur pays son premier titre après plus d'un demi-siècle de participation à la CAN et 2 finales perdues, les Lions de la Teranga ont mis fin à la frustration de générations entières et balayé momentanément des mois de crise économique, de restrictions sanitaires et de tensions politiques. Un exploit qui va évidemment faire basculer leur vie. Nous avons rêvé de la Coupe. Vous avez construit ce rêve. Et vous l'avez réalisé. Enfin, voici parmi nous la Coupe d'Afrique des Nations de football. Début janvier, le chef de l'État avait clairement demandé aux joueurs de lui ramener le trophée. Un mois après, voilà qui est fait. Alors pour les remercier, Macky Sall a décidé d'offrir à chacun d'entre eux une prime d'environ 76 000 €, une somme considérable comparée au niveau de vie moyen au Sénégal, et 2 terrains, 200 mètres carrés à Dakar et 500 mètres carrés dans la ville nouvelle de Diamniadio, dont le développement est cher au président. Désormais, à la place du cœur, nous avons tous une carte du Sénégal estampillée, un peuple, un but, une foi. Et bien sûr, une étoile trônant au-dessus de celle de champion d'Afrique. On nous tue, mais on ne nous déshonore pas. Ceci était notre slogan tout au long de la compétition. Qui dit héros dit récompense, mais dit aussi devoir. Ces footballeurs vont désormais avoir une énorme pression à gérer. Le Sénégal, premier pays africain au classement FIFA et grand fournisseur de talents à l'étranger, rêve déjà d'autres trophées. On est content du Sénégal, on est fiers des Sénégalais, fiers de cette République. Sénégal, Tchikaou, Tchikanam. On va gagner encore des coupes, Inch'Allah. Le chef de l'État a déjà fixé aux Lions de la Teranga un objectif très précis pour les mois à venir, décrocher une place en demi-finale du mondial au Qatar. Pour l'instant, le Sénégal n'est pas encore qualifié pour la Coupe du Monde. Il va devoir disputer les barrages de la zone Afrique les 23 et 29 mars et ce sera face à l'Égypte, des retrouvailles qui s'annoncent tendues. Leur capitaine Mohamed Salah a déjà prévenu que les Pharaons auront leur revanche après leur finale de la CAN perdue au tir au but. Les toits de tôle sont démontés les uns après les autres. Dans ce camp de déplacés du nord-est du Nigeria, les habitants commencent à partir. Les autorités ont en effet décidé de fermer d'ici 4 ans tous les camps de Maidougouri, capitale de l'État du Borno. Des centaines de milliers de déplacés se retrouvent ainsi poussés à rentrer chez eux dans des zones qu'ils ont fuies il y a des années parce qu'elles étaient tombées aux mains des djihadistes. Le gouvernement dit vouloir en finir avec la dépendance et l'aide humanitaire et rendre autonomie et dignité à tous ces Nigérians. Il est donc pressé de les voir retourner travailler dans les champs ou pêcher pour subvenir à leurs besoins. Certains disent se réjouir à l'idée de quitter enfin des camps où leurs conditions de vie sont difficiles. Je suis profondément heureuse de pouvoir rentrer chez nous, dans notre maison ancestrale. J'ai prié pour que Dieu, dans son infinie miséricorde et sagesse, nous accorde la paix éternelle. Mais pour nombre de déplacés, la perspective du départ est plutôt une source d'angoisse. Les attaques visant les civils ont certes baissé par rapport aux années précédentes, mais certaines zones de l'État du Borno ne sont toujours pas sûres. Les ONG alertent face au risque de ce qu'elles appellent des réinstallations forcées. Selon Amnesty International, certains rapatriés ont déjà été tués ou blessés. Autre inquiétude pour ceux qui ont passé des années dans les camps, pourront-ils vraiment vivre de leur travail une fois rentrés chez eux? Question d'autant plus cruciale que les ONG se sont vues interdire par les autorités d'aider les communautés réinstallées. Ce que nous voulons, ce n'est pas seulement pouvoir pêcher, mais que les échanges commerciaux fonctionnent aussi bien qu'avant. Nous voulons que la situation nous permette d'exporter le poisson là où il y a une forte demande. Nous voulons attraper du poisson et pouvoir le vendre à ceux qui vivent en dehors de Baga. Pas simplement le vendre à des soldats qui ne le valorisent même pas. Le gouvernement assure que personne n'est forcé à rentrer dans les villages. Il offre une aide financière à ceux qui souhaitent rester à Maidougouri, mais une aide très limitée. Alors la majeure partie des déplacés se résigne à partir.
Un spectacle désolant dans le nord-est du Kenya. Des centaines d'animaux morts gisent éparpillés sous un soleil de plomb. L'odeur est épouvantable, mais Dabaso Galgalo a fini par s'y habituer. C'est une perte énorme pour la communauté locale. Nous avons perdu énormément de ressources à cause de cette tragédie. Si on avait 500 chèvres avant, il nous en reste moins d'une vingtaine maintenant. La tragédie, c'est le déluge qui s'est abattu en janvier sur cette plaine aride. Ces pluies d'une intensité exceptionnelle, comme on n'en voit qu'une fois par génération, ont décimé ce qui restait d'un troupeau déjà durement éprouvé par plusieurs mois de sécheresse. Une sécheresse telle que le président Kenyatta avait déclaré en septembre l'état de catastrophe naturelle. Ces pasteurs nomades ont depuis longtemps appris à composer avec les caprices du ciel, mais avec le dérèglement climatique, les désastres météorologiques se multiplient et s'intensifient sans plus leur laisser aucun répit. Le bétail qui survit est trop affaibli pour donner du lait, trop maigre pour être vendu. Les gens comptaient sur le bétail pour payer l'école de leurs enfants. Pour la nourriture, les vêtements de la famille, ils dépendent tous du bétail, c'est leur source de revenus. Et beaucoup ont donc subi une perte énorme. Selon le Programme alimentaire mondial, 13 millions de personnes sont menacées de famine dans la Corne de l'Afrique, dont près de 3 millions pour le seul Kenya. Les autorités ont débloqué des fonds pour acheter quelques milliers de bovins et de chèvres aux éleveurs des comtés les plus touchés. Ceux du comté de Marsabit n'ont plus qu'un seul but, sauver les quelques bêtes qui leur restent, mais difficile pour eux de garder espoir. C'est dur pour ces éleveurs, car le bétail restant semble avoir été lui aussi touché par les pluies qui ont tué les autres animaux. Ils souffrent tous de pneumonie et continuent donc de mourir. Si la situation s'aggrave encore, certains craignent de voir la compétition pour un accès à des ressources de plus en plus limitées aiguiser les tensions entre les différentes communautés pastorales, particulièrement dans cette région de Marsabit où la rivalité entre les Borana et les Gabra ne date pas d'hier.